Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Ce soir, je vous parle de l'ouvrage Le politique est-il personnel? Critique féministe des pédagogies féministes, donc de Vanina Modiconacci, Chandra Talpai Mohanty, Kathleen Martindale, Barbara O'Molade et Mimi Horner aux éditions Hystériques et Associés 2025, que je remercie pour l'envoi et particulièrement Noémie. Merci beaucoup pour l'ouvrage et merci aussi pour le marque-page, c'est vraiment sympa. Alors, une proposition plus qu'audacieuse, précisée par les autrices elles-mêmes. En effet, des féministes qui critiquent finalement des pédagogies féministes pourraient finalement trouver des réponses simplistes en retour, comme des retours critiquaillants, mais également finalement de servir de matériaux sans effort de pensée pour les personnes antiféministes et les personnes anti-genre aussi d'ailleurs. Alors, quid tout d'abord de cette pédagogie dite féministe. Alors, je vous lis notamment page 15. Premièrement, penser et favoriser des relations égalitaires dans la classe, en particulier au regard du sexisme et du racisme, qui peuvent affecter les interactions entre les étudiants et étudiantes. Repenser à partir de cet impératif l'autorité de l'enseignant-enseignante. Deuxièmement, respecter l'expérience personnelle des étudiants et étudiantes et l'utiliser comme une ressource d'apprentissage, en particulier celle des étudiants et étudiantes issus de groupes dont la voix est systématiquement discréditée. Et troisièmement, prendre en considération les différences afin de valoriser les étudiants et étudiantes comme individus. Alors justement, dans quelle mesure, dans le milieu de l'éducation, ne sommes-nous pas également finalement dans l'oppression alors que nous prônons des pratiques inclusives et surtout libératrices? C'est bien en tout cas un des points interrogés ici, y compris encore une fois dans la pédagogie féministe. En effet, simplement, je cite, changer la façon de penser les individus, conscientiser sa pensée ne suffit pas, ne suffit plus, ou ne peut être finalement le seul objectif. Et en effet, si l'on ne pense pas à la problématique systémique, on risque de renforcer une logique victimaire envers les personnes qui subissent, à la croisée des questions de genre, de race, de classe, et une réponse systémique est à penser justement pour répondre à cet ensemble structurel d'oppression. Alors une prise de conscience ne signifie donc pas une transformation de soi, et ça doit être clair. Vanina Modiconacci précise également les limites de cette pédagogie féministe, en expliquant que côté militant, on en vient à confondre faire justice et moralisme, et côté institutionnel, on dilue la chose au point de promouvoir des pédagogies du care qui en restent à des prescriptions morales et qui n'ont plus rien à voir avec la lutte politique féministe. Alors posons la question également, donc le personnel est-il politique ou le politique est-il personnel? Et finalement, les réponses à ces questions font partie de l'essence de l'ouvrage. C'est un peu l'axe philosophique finalement du livre. Ajoutons, on ne naît pas déconstruit, on ne le devient pas non plus, et les personnes déconstruites finalement n'existent pas. Alors déjà un grand merci, car perso, j'avoue, je sature de ce terme déconstruction. Alors changer la manière dont on enseigne, c'est une véritable révolution dans l'enseignement. Merci au poids des habitudes et de l'inertie. En effet, penser ces gestes professionnels potentiellement inégalitaires, car on le sait, les personnels en tout cas ont intégré cet ordre du genre, cet ordre social complètement inégalitaire. Et finalement, donc penser ces gestes est profondément essentiel. L'engagement répond à des éléments multifactoriels, au-delà de penser un contenu qui n'invisibilise pas ou qui ne soit pas uniquement eurocentré, parce que même en pédagogie féministe, et non féminine d'ailleurs, on peut l'apercevoir. La répartition des voix dans la salle de classe est particulièrement édifiante. J'ajoute, alors ça c'est un ajout en dehors de l'ouvrage, mais selon Collet et Mosconi, non cités ici, on n'est pas dans le même contexte d'ailleurs, vous l'aurez compris, les autrices précisaient que nous accordions plus d'attention et d'aide pédagogique aux garçons et aux élèves de milieux favorisés. Tout à l'heure, je vous parlais aussi des rapports de classe, qu'on oublie souvent aussi. Isabelle Collet précise aussi que les filles apprennent sans se faire voir et que les garçons cherchent à être vus entendus. L'idée est donc d'interroger nos pratiques et de prendre conscience de nos potentielles différences de traitement. S'ajoute le curriculum caché et le double standard lié au statut socio-sexué qui précise cette dynamique de différenciation genrée dans l'enseignement. Donc même avec des pratiques qui se veulent en tout cas égalitaires, le poids du système en tout cas refait surface même dans nos bonnes intentions. Alors j'ajoute, les tendances paternalistes de l'éducation féministe critique anglo-américaine ne font que reproduire finalement des formes de racisme, de classisme et de sexisme envers les étudiants et les étudiantes, précise Mimi Horner, notamment à propos de l'importance du langage. L'idée est donc d'éviter ce qu'on appelle l'illusion pédagogique et de reconnaître les récits hégémoniques existants. Il est donc important d'éviter la confusion entre transformation individuelle et finalement transformation politique. D'entrée, le cadre est posé, on appuie finalement
au travail de Michel Ledeuf, hein, qui précise que voilà, se référer pour expliquer nos échecs politiques à un manque d'éducation équivaut à la plus grande capitulation possible. La pédagogie pédagogiste, hein, ne vaudra jamais finalement la pédagogie par le politique. Alors Chandra Talpey-Mohanty, hein, précise au sujet du pluralisme culturel qu'il faut une analyse critique des contradictions et de l'incommensurabilité des intérêts sociaux tels que les individus les vivent, les comprennent et les transforment. Notamment, on a l'exemple des ateliers de réduction des préjugés qui est assez édifiant, hein, dans la mesure en fait où ils n'interrogent même pas les dominations structurelles. Donc effectivement, on passe à côté complètement de l'objectif. On pourrait écrire la même chose, hein, sur les stéréotypes d'ailleurs. Mohanty évoque également, hein, finalement la culture de la dissidence et précise à juste titre, hein, qu'il est urgent de traiter les politiques de la vie quotidienne et de prendre en compte la manière dont les questions de race et de genre sont gérées et marchandisées finalement dans les universités progressistes états-uniennes, qui sont aussi, hein, des arènes sociopolitiques, hein, qui elles-mêmes peuvent s'employer à domestiquer les populations du tiers-monde au nom de la démocratie libérale capitaliste. Donc il ne s'agit pas de proposer une nouvelle pédagogie féministe clé en main, hein, mais d'en interroger les impensés politiques. En effet, hein, le livre ne dit pas que les pédagogies féministes sont inutiles, hein, absolument pas, ni qu'il ne faut pas enseigner le féminisme, mais le livre précise surtout que l'éducation ne peut pas finalement porter seule la charge de la justice sociale. Voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment une belle découverte, une belle lecture, hein. C'est un ouvrage vraiment, vraiment percutant, vraiment édifiant, qui vous amènera de toute façon à réfléchir, en tout cas, à l'éducation autrement d'ailleurs. Voilà. Donc, bonne découverte, bonne lecture, et puis à bientôt.